La jeunesse d'Occident, donc c'est un livre qui a vécu presque 10 ans avec moi, où j'ai vécu 10 ans avec lui. C'est un livre que dès que j'ai commencé à l'écrire, donc je l'ai commencé à l'écrire il y a juste après un livre qui s'appelait l'Hyperjustine, qui était en 2008 à peu près. J'ai commencé à l'écrire à ce moment-là. J'ai toujours su. Chaque livre a sa personnalité. J'ai toujours su que celui-là s'étalerait sur, entre plusieurs écritures, entre plusieurs narrations, entre plusieurs autres livres. J'ai toujours vécu comme ça, ce livre. Donc j'avais commencé une première narration qui est d'ailleurs dans la version actuelle quasiment intacte, qui est ce que j'appelle le vortex, c'est-à-dire la partie sur la folie de l'héroïne. On rentrera peut-être après dans l'histoire. Bon, enfin, il y a une jeune fille qui a des problèmes psychiatriques, on va dire, d'ordre qui ressemble à la schizophrénie, mais peut-être aussi un petit peu à d'autres maladies mentales. Et donc voilà, donc j'étais dans ce vortex et donc j'ai écrit ça pendant une période. Et puis ensuite, je suis revenu à plusieurs reprises sur la narration. J'ai réintroduit des éléments qui étaient des éléments, parce que la littérature, c'est un mélange de choses vécues et de choses imaginaires. Hein. Enfin, en tout cas, ce type de livre, c'est une fiction. Et donc, j'ai renourri, et comme ça, il m'a suivi, et c'est une sorte de compagnon. Pas de journal intime, parce que j'avais un journal aussi à la même époque, mais disons, voilà, il m'a accompagné. Donc, du coup, il a eu il a été sur une très longue distance. Et puis, petit à petit, il est arrivé à maturation jusqu'à là, il y a quelques mois quand je l'ai terminé. Ah, d'abord, c'est une fiction. C'est ce que j'avais pas. C'est le retour à la fiction, c'est toujours quelque chose de particulier, hein, parce que moi, j'avais pas écrit des fictions pures depuis 10 ans. J'avais fait des livres, on va dire Eva, qui était par exemple un livre à la fois autobiographique et en même temps romanesque, mais bon, qui était quand même en grande partie autobiographique. D'autres livres plus historiques, on va dire. J'aime bien appeler ça mes romans historiques, Jane Mansfield et Sharon Tate, enfin California Girl. Mais celui-là, c'est une fiction, donc c'est un livre qui m'a amené à me remettre dans un type de narration qui était une narration que j'avais un peu arrêtée depuis quelque temps. Et j'ai introduit une chose nouvelle, c'est la première personne du singulier. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait un roman à la première personne du singulier. J'avais fait tous mes romans à la distance du il. Et là, j'ai remis le jeu, mais un jeu de fiction comme certains auteurs le font très bien. Bah, le peintre, c'est une expérience que je connais, puisque le peintre, j'ai été peintre. J'ai été peintre avant d'être écrivain. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai pas réussi à ce que je voulais obtenir. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais vraiment. Je dominais pas assez bien le médium. J'étais un peintre extrêmement rétrograde qui voulait peindre comme au XVIe siècle. Je savais faire certaines choses, mais pas tout. Donc du coup, j'espérais que ça allait me donner cette espèce de maladresse si on peut dire que certains comme Klosowski ou des gens comme ça ont élevé au niveau qui me plaisait. Et puis bon, bah, les choses ont fait que j'ai fait plusieurs expositions. J'ai fait cette carrière de peintre qui est passée totalement dans l'obscurité, mais j'ai acquis à ce moment-là un certain nombre de goûts et d'aspects techniques. Et ça m'amusait d'utiliser la personnalité du peintre comme une sorte de double, puisque voilà, on travaille sur des choses qui vous ressemblent. Donc voilà, la peinture. Puis la peinture était un sujet qui m'intéressait beaucoup, parce que je m'en suis beaucoup servi dans mes descriptions, je m'en suis beaucoup servi dans mes différents travaux littéraires. Donc c'est l'histoire d'un peintre qui fait une première rencontre qui l'entraîne de manière fatale vers un certain nombre d'événements, qui va être à la fois la naissance d'un enfant et en même temps dont il n'est pas le père, dont il ne sait pas s'il est le père ou non, et puis en même temps il rencontre en fait quelqu'un qui le pousse à s'intégrer peut-être davantage qu'il ne l'est le monde de l'art contemporain, tout en ayant une peinture rétrograde, on va dire, ou anti-moderne. Mais bon, ça, c'est le baroque contemporain permet après tout, aussi à des peintres qui sont de facture classique d'arriver à partir du moment où ils ont une œuvre qui rentre dans la... Donc ça fonctionne. Il a un collectionneur, c'est la chose la plus importante pour un peintre aujourd'hui. Il n'était pas à la rue. Bon, enfin voilà,
il a un collectionneur qui s'intéresse à lui, qui est un des grands collectionneurs actuels, et grâce à cette femme qu'il a rencontrée. Donc il y a un mélange comment dire, d'arrivisme chez lui, même si c'est un arrivisme assez... c'est un homme qui a déjà plus de 40 ans, donc il n'attend pas non plus. Mais enfin bon, il y a quelque chose chez lui, il a envie finalement quand même que son œuvre soit retenue. Et puis il y a cette histoire d'amour. Donc c'est un mélange des deux. Donc c'est un peu la fatalité qui l'entraîne comme ça dans cette direction. Et puis tout à coup, il y a une rupture. Il se retrouve confronté à une figure qu'il a croisée d'une jeune femme, une jeune fille, d'une enfant même, quand il l'a vue la première fois, qui ressurgit du passé. Et donc du coup, il tourne le dos à cette première histoire et il part de manière tout à fait... Au principe de départ, je voulais faire ce que Hitchcock appelait un hareng rouge, c'est-à-dire donner l'impression au lecteur qu'on va lui raconter l'histoire d'un homme qui se fait voler son enfant par une femme ou par un couple, ce qui est un peu l'histoire pour des raisons d'ambition, et ensuite partir sur l'histoire d'amour qui est assez inattendue, je crois, et qui arrive comme ça brutalement, et donc du coup, c'était dans Psychose, il y avait le même principe, c'est-à-dire qu'on croyait que c'était l'histoire d'une voleuse, et puis en fait, c'était pas l'histoire d'une voleuse, c'était l'histoire d'un meurtre. Et donc, il y a cette idée dans le roman, donc il y a cette espèce de switch à un moment qui passe par la partie centrale et qui se retrouve ensuite en Espagne dans une vie étrange avec cette jeune fille. Le problème principal du livre, la question du livre, c'est la question du destin et du vœu. Alors qu'est-ce que c'est que le vœu, de la vocation? C'est-à-dire que tout à coup, le personnage qui est entraîné par le destin dans une femme fatale, hein, une femme fatale, c'est ça que ça veut dire, la fatalité, le destin, le fatum. Donc il est entraîné dans une direction où on pense qu'il va être... quoi qu'il arrive, il devra suivre, il devra se confronter à un destin qui l'entraîne, et il sort de ce destin en décidant de manière délibérée de reconstruire une sorte de construction à la fois artistique et amoureuse sur une autre femme extérieure à la narration au départ, et donc il sort de là. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est qu'on peut sortir d'un enchaînement fatal qui est aujourd'hui quand même un petit peu on va dire la norme, la fatalité est devenue quelque chose qui est rentré dans l'inconscient collectif. Enfin, on pense que les choses fonctionnent comme ça, et on peut en sortir par une décision, et non pas seulement par le heureux hasard d'une rencontre amoureuse, mais par une décision délibérée, concertée et victorieuse. Donc voilà l'histoire du... Donc il sort des griffes de Popée, donc qui est le personnage, j'ai pris le nom de Popée, c'est la poupée, n'est-ce pas, Popée, la favorite de Néron, qui est le mot qui ensuite est devenu poupée dans la langue. Oui, donc la Popée, la méchante, comment dire, la créature du mal, et il part vers cette jeune fille dont il a reconstruit son imaginaire s'est reposé sur elle, et donc voilà, ça a l'air très... mais enfin, c'est l'histoire du livre, c'est l'histoire d'Occident. Je crois que c'est le livre qui commande les choses. Il y a comment dire, il y a un... Moi, je ne décide pas au départ de l'histoire que je vais raconter, par exemple. Par contre, je décide en effet, là, tu as raison, d'une forme. C'est-à-dire que je savais qu'Occident, récupérant des morceaux de texte anciens, réintégrés à l'intérieur comme une sorte de marqueterie à l'intérieur de la forme qui a évolué entre-temps de ma manière de raconter, des influences que j'ai pu avoir. Par exemple, d'avoir raconté les meurtres de Sharon Tate, ça m'a amené à une dramaturgie différente de mes scènes, et donc du coup, le livre est construit avec aussi des échos de ces dramaturgies-là, qui peuvent être presque cinématographiques par certains côtés, qui était déjà le cas dans le premier, hein, mais bon, voilà, on développe. Quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit, je vais faire un premier roman qui fera 160 pages, et ça sera un premier roman. J'ai fait ça. Je me suis pas dit, quand j'ai fait le deuxième, j'ai voulu faire la grande œuvre. Et puis je me suis arrêté en cours de route parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai fait, au lieu de faire 24 heures de la vie d'un homme, j'en ai fait que 6. On rate les trucs. Occident, c'est un livre raté. C'est-à-dire, c'est un livre que j'ai sans doute voulu différent de ce que j'ai voulu. Je m'entends par raté. Hein. Mais qui, bon, finalement, est devenu ce qu'il lui-même aspirait à être. Et par exemple,
j'ai intégré à l'intérieur de la fiction d'Occident des éléments biographiques. C'est pour la cuisine que je te raconte ça, parce que c'est pas quelque chose finalement que le lecteur a forcément à supposer, voilà, attrape. Mais il y a des éléments autobiographiques qui sont venus se mêler à la fiction de base, qui était la schizophrénie de la petite, et qui se sont et j'ai construit comme un bijou. J'ai serti le noyau central que j'appelle le vortex, la deuxième partie, de toute une narration qui était en fait des choses qui étaient. Donc le livre est donc du coup le baroque évidemment. Et puis il y a beaucoup de personnages, il y a des personnages d'horizons différents. Il y a par exemple, je sais pas, la belle-mère de la jeune fille est d'origine thaïlandaise, donc il y a des éléments qui étaient des éléments de ma vie à l'époque qui sont venus s'emmêler donc des sonorités anglaises, elle parle anglais, etc. Enfin il y a des choses comme ça. Donc voilà, mais il y a, comment dire, quand on écrit, il y a quand même la direction artistique qui reste et qui est, pour employer un terme moderne, et qui maintient la structure du livre autour du vœu de ce que j'ai voulu faire au départ. Donc voilà, ça se tient comme ça. C'est une concaténation autour d'un axe. Les livres qui m'amusent le plus, c'est les livres qui me résistent, c'est-à-dire parce que ceux dont j'ai un projet très abouti, par exemple, le problème que j'avais avec Sharon Tate, un des livres précédents, c'est que je pouvais pas en sortir. Il y avait les meurtres, ils avaient été commis dans tel sens, c'était la réalité, quoi. Donc je devais travailler par rapport à ça. Mais j'avais cet axe de la réalité qui était. Tandis que là, évidemment, je savais que ça commençait à Paris, je savais que ça allait passer en Espagne, je savais, parce que ça s'appelait Occident aussi, hein, donc il fallait que je me bouge un peu géographiquement, ça me faisait partie de mon. C'est un livre de voyage, c'est un road movie par moment, enfin un road trip, ou je ne sais pas comment on dit ça. Donc il fallait que j'aille au sud de l'Espagne, je savais que j'irais à Algésiras, je savais que je repartirais à Bruxelles, toutes ces bases-là étaient certaines. Mais j'avais par contre la liberté de pouvoir les emboîter comme je voulais. Moi, je suis en général assez fidèle à mes titres de départ. Donc, si tu veux, Occident, c'est le titre. Je parle d'ailleurs à plusieurs reprises de ce projet littéraire dans d'autres livres. Et parce que de manière, je ne suis pas superstitieux. Et donc, Occident, ça s'est toujours appelé. La bête s'est toujours appelée Occident. Hein. Ça, elle n'a pas changé de nom. J'ai essayé par souci, on va dire, de cohérence, de le rendre polysémique, c'est-à-dire de l'introduire le terme d'Occident en plusieurs sens du terme. Alors les gens pensent souvent au facho Occident, le groupe Occident, donc ça donne à ce livre une espèce de connotation un peu bizarre, qu'il a par certains côtés d'ailleurs. Hein. Il est allé aussi de ce côté-là, parce qu'il y a un des personnages qui a des origines qui viennent de l'extrême droite, mais c'est pas au centre de la narration, et donc Occident, finalement, c'est aussi la géographie, c'est le lieu dans lequel se passe l'action, hein, qui recouvre une partie, on va dire, de l'Occident, allant jusque d'ailleurs à la pointe occidentale de l'Europe, qui est du côté de Gibraltar, si je crois dire la vérité, peut-être que je me trompe. Je ne suis pas très bon en géographie, alors c'est le diable quand on écrit un livre. Mais bon, voilà, donc toujours est-il que voilà, j'ai construit autour de ce mot Occident, j'aime le mot, ce livre qui est un livre où il est question quand même aussi, c'est un livre assez... c'est peut-être mon livre le plus de réflexion un peu sur je ne dirais pas politique, parce que j'ai cessé de m'intéresser à la politique depuis assez longtemps, mais disons en tout cas où il y a une réflexion autour de ça. Donc on trouve même ça dans cette malle abandonnée, sans cadavre ou presque. Jamais. Jamais. Pour la bonne et simple raison que je ne sais pas faire. Donc, si tu veux, j'ai toujours pris la littérature comme un jeu, moi. Hein. Je me suis amusé à écrire toute ma vie et le jeu maintenant est devenu plus important que la réalité. C'est-à-dire, j'arrive plus tellement à voir autre chose que le jeu. Le jeu m'intéresse. Donc, le jeu, la thématique de la corruption, la thématique des liaisons dangereuses, qui est un peu la thématique du début de mon livre et qui est la thématique principale du film d'Eva, c'est une thématique littéraire qui m'a toujours beaucoup plu. Je fais partie de ces jeunes gens qui ont rêvé sur Laclos, qui ont aimé la littérature du XVIIIe siècle. Et je dis ces jeunes gens parce que je crois que je ne suis pas le seul, que ce soit Faublas, que ce soit Sade, évidemment. Sade a eu une influence très grande. Donc, si tu veux, il y a un aspect cruel dans une intrigue de ce genre-là. Quand quelqu'un pense qu'il va tirer
profit de quelqu'un d'autre et que finalement on ne sait pas qui tire profit de qui et que finalement l'affaire se corse par des trahisons diverses. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse au point de vue purement littéraire. C'est vraiment une des on trouve chez Proust, enfin on le trouve dans des tas d'œuvres, Balzac évidemment. Enfin bon, c'est quelque chose qui est assez le pacte faustien, on va dire, entre le rapport Lucien dans Illusion perdue, le pacte faustien, ça, oui, c'est un sujet littéraire. Dans ma vie d'écrivain, alors ça, je peux te dire que non, parce que bon, j'ai eu de la chance d'avoir un grand prix pour un livre, qui d'ailleurs a été des ventes assez médiocres pour ce grand prix, mais j'ai pas eu jamais je crois pas que je finirai écrivain à succès, j'en doute un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc cette tentation-là, non, parce que je sais pas faire. J'écris vraiment pour m'amuser. Donc ça, je crois qu'on peut pas m'enlever ça.